Chapitre 1. Ouverture. Mitchell Lindsay vérifia son Nikon D850 pour la troisième fois ce matin-là, ajustant la balance des blancs, tandis que la lumière automnale filtrait à travers les vitraux de la cathédrale Sainte-Catherine. 6 ans après avoir quitté la SEAL Team 6, il abordait encore chaque mission avec la même précision méthodique qu'il avait maintenue en vie pendant 14 déploiements au combat. La différence, maintenant, c'était que ses cibles étaient des moments plutôt que des hommes, des souvenirs plutôt que des missions. Vous êtes le photographe ? La voix d'une femme coupa sa concentration. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, un bloc-notes pressé contre sa poitrine comme une armure. La quarantaine. Regard perçant. Avec cette tension qui vient de gérer les attentes des autres, je suis Francine Matisse, l'organisatrice du mariage. Nous avons besoin de vous positionner à l'hôtel à 14 heures précises. La famille du marié est pointilleuse sur les horaires. Compris ? La réponse de Mitchell fut économique. Professionnel, il avait appris que les civils appréciaient la brièveté, même s'ils ne la pratiquaient pas toujours eux-mêmes. Francine hésita, l'étudiant d'un regard évaluateur propre à quelqu'un habitué à lire les gens. Vous venez recommandé par Teresa Noles. Elle a dit que vous étiez au mariage de sa fille le mois dernier. Elle a dit que vous aviez un calme inhabituel. Mitchell se souvint de ce mariage. Le témoin du marié s'était effondré d'un coup de chaleur pendant la cérémonie en extérieur. Pendant que tout le monde paniquait, Mitchell avait calmement prodigué les premiers soins, puis capturé le moment où le témoin revigoré portait un toast à son ami depuis un fauteuil roulant, des larmes coulant sur leurs deux visages. La photo avait remporté un prix régional. « J'essaye de me concentrer sur ce qui compte », dit simplement Mitchell. « Bien, parce que ce mariage est important. Le marié est Adam Hudson, le fils du maire Hudson. Il y aura des membres du conseil municipal, des chefs d'entreprise, des médias, tout doit être parfait. » Mitchell hocha la tête. Mais quelque chose dans le ton de Francine déclencha ses anciens instincts. Elle ne décrivait pas seulement un événement de haut niveau, elle l'avertissait de quelque chose en particulier. Après le départ de Francine, Mitchell poursuivit sa reconnaissance. C'est ainsi qu'il y pensait encore, même pour des mariages. Il cartographia la disposition de la cathédrale, 3 entrées, 2 douzaines de fenêtres, accès au balcon, ligne de vue, de vieilles habitudes. Sa thérapeute, le docteur Elena Vasquez, disait que c'était sain de canaliser son entraînement dans sa nouvelle carrière. « Vous protégez toujours les gens ?» lui avait-elle dit lors de leur dernière session, juste d'une manière différente. La cathédrale se remplit lentement de monde. Mitchell se positionna près de l'autel, observant. Le marié, Adam Hudson, ressemblait exactement à ce qu'il était, un héritier de 32 ans, né sur la 3e base et convaincu d'avoir frappé un triple grand, beau de manière générique. Avec l'assurance facile de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment lutté, il saluait les invités avec un charme exercé, mais Mitchell remarqua comment ses yeux cherchaient constamment son père, une requête silencieuse d'approbation qui ne venait jamais tout à fait. Le maire Conrad Hudson se tenait près du premier banc, un pilier d'autorité aux cheveux argentés. Il travaillait la salle comme un politicien le devrait, se rappelant les noms, demandant des nouvelles des familles, mais il y avait quelque chose de mécanique là-dedans. Mitchell avait vu des officiers comme ça dans la Navy, des hommes qui voyaient les gens comme des actifs à gérer plutôt que des humains à diriger. L'entrée de la mariée attira l'attention de tous. Jasmine Elliott était époustouflante dans sa robe, mais Mitchell vit au-delà de la surface. Son sourire n'atteignait pas ses yeux et sa prise sur le bras de son père était crispée. Marvin Elliott, un homme buriné dans un costume mal ajusté, semblait mal à l'aise dans cette opulence. Mitchell avait lu la couverture dans les pages société. Une fille de petite ville épouse une dynastie politique, une histoire classique. Il se demanda si elle comprenait dans quoi elle s'embarquait. La cérémonie commença. Mitchell se déplaça dans l'espace comme un fantôme, capturant des moments tout en restant invisible. C'était une compétence qu'il avait maîtrisée dans ses 2 carrières, être présent sans être remarqué. À travers son objectif, il vit ce que les autres rataient, le maire chuchotant urgemment à un Ned Lees, le témoin, Vincent Stevens, vérifiant compulsivement son téléphone, la demoiselle d'honneur, Christy Krause, essuyant des larmes qui semblaient plus anxieuses que joyeuses, puis Mitchell remarqua les 3 hommes. Ils étaient entrés séparément pendant les vœux, prenant position près de différentes sorties, la trentaine. Physique variée, mais quelque chose les unifiait, la façon dont ils balayaient la foule du regard, les bosses sous leur veste que l'œil entraîné de Mitchell identifia immédiatement comme des armes. La vérification synchronisée de leur montre. Son pouls ne s'accéléra pas, il ne le faisait plus jamais. Au lieu de cela,
son esprit passa en mode opérationnel ancien, exécutant des évaluations de menaces et des scénarios tactiques sans pensée consciente. Il ajusta subtilement sa position, gardant les 3 hommes dans sa vision périphérique, tout en continuant à photographier la cérémonie. Le prêtre entonna les mots traditionnels. Si quelqu'un ici connaît une raison pour laquelle ces deux ne devraient pas être unis par les liens sacrés du mariage, c'est alors qu'ils bougèrent. L'homme de tête, costaud avec une tête rasée, plus tard, Mitchell apprendrait qu'il s'appelait Rudy Eaton, sortit un Glock 19 et tira 2 fois dans le plafond de la cathédrale. Les coups résonnèrent comme le tonnerre dans l'espace sacré. Personne ne bouge. La voix de Rudy était forte comme sur un terrain de parade. Entraîné, ancien militaire, évalua instantanément Mitchell. Les 2 autres hommes, Hugo Peterson et Gilbert Prince, avaient maintenant leurs armes sorties, couvrant différentes sections de la foule. Les gens hurlèrent, certains se jetèrent au sol. D'autres se figèrent, un instinct primal leur disant que le mouvement signifiait danger. Le maire Hudson avança, main levée, passant déjà en mode gestion de crise. « Que voulez-vous » La voix du maire était stable, autoritaire. « Nous savons qui vous êtes. » Rudy le coupa, l'arme maintenant pointée directement sur Adam Hudson. « Nous sommes ici pour votre fils. » Le visage d'Adam pâlit. « Papa ?» Hugo s'avança vers l'autel avec des pas rapides et efficaces. Il attrapa le bras d'Adam, le tirant loin de sa mariée. Jasmine hurla. Son père bondit en avant, brave et stupide. Et Gilbert frappa le pistolet contre la tête de Marvin Elliott, le faisant tomber au sol. Quelqu'un d'autre veut jouer au héros ? La voix de Gilbert portait un tranchant froid que Mitchell reconnut. Ce n'était pas son premier acte violent. Mitchell avait continué à photographier tout au long du chaos initial. L'appareil photo fournissait une couverture parfaite pour son évaluation tactique. Distance à chaque cible. Lignes de tir, position des civils, couverture et dissimulation. Son esprit avait déjà passé en revue 17 scénarios différents et leurs résultats probables. Il abaissa lentement l'appareil, rendant le mouvement décontracté, non menaçant. Sa main droite effleura son gilet, sentant le poids familier du Sig Sauer P365 dans son holster dissimulé. Il avait débattu de le porter au mariage. Il avait presque arrêté après que le docteur Vasquez eut suggéré qu'il s'accrochait peut-être trop au passé, mais la voix de son père résonnait toujours plus fort. Mieux vaut l'avoir et ne pas en avoir besoin que d'en avoir besoin et ne pas l'avoir. Le capitaine James Lindsay, du corps des Marines des États-Unis, était mort à Fallujah quand Mitchell avait 19 ans. Sa sagesse perdurait. Mitchell croisa le regard de Jasmine. Elle était encore debout à l'autel, figée de terreur, mais quelque chose dans son regard était vif. De la conscience, pas seulement de la panique. Il lui fit le plus petit hochement de tête, puis murmura 2 mots, à peine audibles par-dessus le chaos, bouchait les oreilles. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en compréhension. Rudy tirait Adam vers l'entrée principale, utilisant le marié comme bouclier humain. Hugo couvrait leur retraite, l'arme balayant la foule. Gilbert était près de la porte latérale, les yeux sur les invités. L'ancien Mitchell, le SEAL, catalogua tout en microsecondes 3 cibles. Couverture mixte, foule civile, otage en jeu, difficile, mais pas impossible. Jamais impossible. Le nouveau Mitchell. Le photographe calcula autre chose, le coût de l'action contre l'inaction, le poids de prendre une vie 6 ans après avoir raccroché son trident. Les questions qui suivraient, mais en regardant le visage terrifié d'Adam, en voyant l'espoir désespéré de Jasmine, en remarquant le sang suintant de la blessure à la tête de Marvin Elliott, Mitchell réalisa que le calcul était déjà fait. Il avait fait son choix au moment où Rudy avait tiré ses premiers coups. Certaines choses, on ne cesse jamais de les être. Peu importe le temps qui passe, il était un protecteur. Tout le reste n'était que la méthode. Mitchell bougea. Chapitre 2, Focus. Les 3 minutes suivantes seraient en plus tard analysées par des enquêteurs fédéraux, débattues par des experts tactiques et mythifiées par les 57 témoins qui les avaient vécues. Mais pour Mitchell Lindsay, ce n'était simplement qu'un retour à la mémoire musculaire et à l'entraînement gravé dans son système nerveux par des milliers d'heures de la préparation la plus dure que l'armée américaine pouvait concevoir. Son premier mouvement fut une pure diversion. Il trébucha en avant, délibérément maladroit. L'appareil photo se balançant autour de son cou. « S'il vous plaît, ne faites de mal à personne. » Sa voix était plus aiguë, portant le tremblement de peur que les civils attendaient. Gilbert le regarda, dédaigneux, juste un autre invité paniqué. Cette demi-seconde d'attention était tout ce dont Mitchell avait besoin. Son trébuchement l'amena derrière un pilier de marbre, brisant la ligne de vue. Sa main se dirigea vers son holster dissimulé avec l'économie fluide de 10 000 tirs d'entraînement.
Le Six Hour se leva tandis que son corps pivotait. Des décennies d'entraînement se compressant en un seul mouvement fluide. Deux coups, au centre de la masse, Gilbert Prince s'effondra avant que son cerveau puisse enregistrer la menace. Mitchell bougeait déjà, utilisant le pilier pour se couvrir, tandis que Hugo se tournait vers le bruit des tirs. Contact. L'entraînement militaire d'Hugo se montra dans sa réponse, mais il cherchait un profil de menace qui ne correspondait pas, s'attendant à des officiers en uniforme, pas un photographe en gilet et pantalon. Mitchell utilisa cette microseconde de confusion. Il surgit de sa couverture bas et rapide, dégageant sa ligne de tir tout en gardant les civils derrière lui. L'arme d'Hugo le suivit, mais le tir de Mitchell était déjà parti. Tir à la tête. Pas le choix, Hugo avait levé son arme, et Mitchell ne pouvait risquer un tireur blessé dans une foule. Tout l'engagement avait pris 4 secondes, Rudy Eaton avait de meilleurs instincts. Il avait déjà traité que son équipe était à terre et tirait Adam vers la sortie, l'arme pressée contre la tempe du marié. Reculé, je le tue. L'arme de Mitchell suivit la cible, mais il n'avança pas. Le sauvetage d'otages était un travail délicat et le précipité tuait des gens. Sa voix, quand il parla, ne portait plus la peur précédente. C'était la voix qui avait commandé des hommes dans les pires endroits de la terre. Calme et certaine. Absolument. Vous ne partirez pas avec lui. Les yeux de Rudy trouvèrent Mitchell et une reconnaissance traversa son visage. Pas une reconnaissance personnelle, mais une reconnaissance de type. Il vit ce que Mitchell était ou avait été. Vous êtes militaire ? L'arme de Mitchell ne vacilla pas. Posez votre arme ? Pas question. Rudy reculait vers la porte, traînant Adam avec lui. Je sors d'ici où ce riche garçon meurt. À vous de choisir. Eros. Mitchell lut les micro-expressions, le langage corporel, les signes qui séparaient les vrais opérateurs des amateurs. Le doigt de Rudy sur la gâchette était tendu mais pas engagé. Sa prise sur Adam était contrôlante mais pas brutale. Son chemin de retraite était vers la porte, pas vers de meilleures positions défensives. Il n'était pas prêt à mourir ici, c'était exploitable. « Vous avez servi » dit Mitchell, gardant un ton conversationnel. « Je le vois. » Où ? La question surprit Rudy assez pour qu'il s'arrête. Armée, 2 tours en Afghanistan. Navy, 5 en Irak et en Afghanistan. Mitchell fit un petit pas en avant. Testant. Donc, vous savez comment ça se passe ? Vous le tirez, je vous tire. Vous essayez de partir, je vous tire. Vous n'avez pas d'extraction ? Pas de soutien ? Pas de levier ? C'est fini. Vous ne savez pas de quoi vous parlez ? Mais il y avait quelque chose de désespéré dans la voix de Rudy maintenant. La bravade craquant ? Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Alors dites-le-moi, un autre pas. Mitchell pouvait voir Jasmine dans sa vision périphérique, debout exactement où il l'avait laissée, les mains couvrant ses oreilles comme il l'avait instruit. Femme intelligente. Faites-moi comprendre. Pendant un moment, l'expression de Rudy changea, quelque chose de brut et douloureux perçant. Le maire, son projet de développement, l'affaire Riverside Heights. Ma famille y vivait depuis 3 générations, 26 familles. Il nous a forcés à partir, payer des cacahuètes. Promis une relocalisation qui n'est jamais venue. Ma mère, sa voix se brisa. Elle a eu une attaque quand ils ont démoli notre maison, morte 6 mois plus tard. L'arme de Mitchell ne baissa pas. Mais quelque chose dans ses yeux reconnut la douleur. Il avait vu ce qui arrivait quand des hommes puissants traitaient les gens comme des obstacles. « Je suis désolé pour votre perte, désolé ne... » Mais la voix de Mitchell durcit. « Mais vous n'obtiendrez pas justice comme ça ? Vous ne faites qu'empirer les choses pour vous-même. Pour toute cause que vous pensez servir, pour tous ceux qui ont vraiment été lésés, vous pensez que kidnapper son fils force le maire à répondre de ses crimes. Ça vous rend criminel, ça le rend victime. Vous lui donnez exactement ce dont il a besoin. » La main armée de Rudy vacilla légèrement. « Vous ne... Dernière chance ?» Le ton de Mitchell ne laissait pas de place à la négociation. « Posez l'arme, sortez de là avec votre vie, prenez un avocat, allez aux médias, combattez de la bonne manière ou mourrez ici. Et donnez à l'équipe de relations publiques du maire l'histoire parfaite pour enterrer tout ce qu'il a vraiment fait. » Le moment s'étira. Mitchell pouvait sentir tout le monde retenir son souffle. Son doigt reposait légèrement sur la gâchette, prêt à tirer si la main de Rudy bougeait, ne serait-ce qu'1 millimètre vers le tir. Puis Adam Hudson fit quelque chose d'inattendu. Il a raison. La voix du marié était tremblante mais claire. Sur tout ça, sur ce que mon père a fait, j'ai essayé de lui dire que c'était mal, le projet Riverside, mais il n'écoute pas. Il n'écoute jamais. Tais-toi, Adam. La voix du maire traversa la cathédrale, tranchante comme un ordre. Mais Adam ne se tue pas. 26 familles. Papa, j'ai lu les rapports, ceux que tu as enterrés.
Il méritait mieux. Il méritait... J'ai dit « Tais-toi ». Le masque du maire Hudson avait glissé, révélant quelque chose de laid en dessous. Rudy fixait Adin maintenant, la confusion remplaçant une partie de la rage. Ce n'était pas le script qu'il avait attendu. Mitchell vit le moment. Vous avez des témoins maintenant, y compris moi. Tout ce qui était enterré n'est plus enterré. Ça devient une histoire, de toute façon. La question est de savoir si vous êtes vivant pour voir la justice se faire. Lentement, douloureusement, lentement, l'arme de Rudy baissa. Il relâcha Adam, qui trébucha en avant. L'arme cliqueta au sol. Les mains de Rudy se levèrent. J'en ai fini. Mitchell avança fluidement, envoyant l'arme d'un coup de pied et sécurisant Rudy d'un coup de genou qui le fit tomber au sol. Des menottes flex apparurent de la poche de gilet de Mitchell, une autre vieille habitude qu'il avait gardée. En quelques secondes, Rudy était maîtrisé. Des sirènes hurlèrent au loin. Se rapprochant, quelqu'un avait appelé le 911. Mitchell se leva, balayant la cathédrale du regard. Marvin Elliott était assis, tenant sa tête ensanglantée, l'air étourdi mais vivant. Jasmine courait vers son père. Les invités émergeaient lentement de leur panique, regardant Mitchell avec des expressions allant du choc à l'admiration, et le maire Conrad Hudson fixait Mitchell avec le calcul froid d'un homme dont le monde soigneusement construit venait de se fissurer. « Qui diable êtes-vous » demanda le maire. Mitchell ramassa son appareil photo qui pendait autour de son cou, vérifiant les dommages. Miraculeusement, il avait survécu à la fusillade. Le photographe. Chapitre 3, exposition. La police arriva 3 minutes plus tard, suivie par le SWAT, puis le FBI, puis ce qui semblait être toutes les camionnettes de nouvelles de l'État. La cathédrale Sainte-Catherine se transforma d'une maison de culte en scène de crime, et Mitchell se trouva au centre d'une tempête qu'il avait espéré ne plus jamais vivre. Le détective Sean O'Brien menait l'enquête, la quarantaine, vétéran des homicides de Detroit, avec les yeux fatigués de quelqu'un qui avait vu trop et cru trop peu. Il sépara Mitchell de la foule et le guida vers une chapelle latérale que la police avait convertie en salle d'interrogatoire improvisée. « Racontez-moi tout ». Le magnétophone d'O'Brien était posé entre eux sur un banc de prière ancien. « Tout !» Mitchell fit son rapport précis et chronologique. Le genre de briefing post-action qu'il avait livré des douzaines de fois dans sa carrière militaire. Il n'omit rien. Ses observations initiales des hommes armés, son évaluation tactique, sa décision d'engager, la séquence des tirs, la négociation avec Rudy Eaton. O'Brien écouta sans interrompre, mais son expression devint de plus en plus complexe. « Vous avez tué 2 hommes ? Oui. Vous êtes un photographe de mariage ? Maintenant, j'étais un évicile pendant 12 ans. 6 ans à la retraite. À la retraite ? O'Brien se pencha en arrière, étudiant Mitchell. La plupart des retraités, ils se retirent vraiment. Ils jouent au golf. Ils grossissent. Vous portez une arme dissimulée à un mariage. Vous faites des tirs à la tête dans une foule. Vous menez des négociations d'otages. Ce n'est pas la retraite. Monsieur Lindsay, c'est un homme encore dans le jeu. » Mitchell soutint son regard calmement. « Je suis un homme qui était au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes compétences. Si j'avais été un comptable à la retraite, cette conversation serait très différente. Ouais, il y aurait beaucoup plus de corps. » O'Brien soupira, se frottant les tempes. « Je ne vais pas vous mentir. Vous allez être enquêté de 6 façons différentes. Tuer 2 personnes, même en légitime défense, même pour sauver des otages. C'est un moulin à paperasse et à comité de révision. Mais entre vous et moi, vous avez probablement sauvé une douzaine de vies aujourd'hui. J'en ai compté 17 victimes potentielles si la situation avait escaladé, dit Mitchell calmement, basé sur les positions, les schémas de panique et les champs de tir des hommes armés. O'Brien lui lança un regard. « Bon sang, vous ne l'éteignez jamais ? Hein ?» Avant que Mitchell puisse répondre, la porte de la chapelle s'ouvrit. Une femme entra, la trentaine. Tailleur sombre, badge du FBI levé comme un talisman contre le mal. Le détective O'Brien se leva, l'instinct territorial se réveillant. Agent spécial Monica Dolan. FBI, elle avait des yeux vifs et intelligents et l'attitude sans fioriture d'une agente fédérale qui avait grimpé par mérite, pas par connexion. Nous prenons la juridiction, ça implique le maire, ce qui le rend politiquement sensible, et les auteurs ont fait des déclarations sur des violations fédérales d'utilisation des terres. Monsieur Lindsay, vous venez avec moi ? Les 3 heures suivantes furent un tourbillon de bâtiments fédéraux, de dépositions et d'enquêteurs de plus en plus seniors. Mitchell répéta son histoire jusqu'à ce qu'elle ressemble à un script. Chaque fois, il n'ajouta aucun embellissement, ne changea aucun détail. La cohérence était sa propre forme de crédibilité. Enfin, vers 21 heures, l'agent Dolan revint dans la salle de conférence où Mitchell attendait.
Elle portait un dossier épais et 2 tasses de café. Je me suis dit que vous en auriez besoin. Elle en poussa une vers lui. C'est affreux. Mais c'est caféiné. Merci. Mitchell l'accepta, notant le geste d'après son expérience. Les agents fédéraux ne faisaient pas de petites gentillesses, sauf s'ils voulaient quelque chose. Dolan ouvrit le dossier. J'ai lu votre dossier de service. C'est impressionnant. Les parties que je peux lire. En tout cas, beaucoup est caviardé. C'est normal. Est-ce normal d'avoir 14 citations? 3 Purple Hearts et une Navy Cross. Mitchell ne dit rien. Son dossier parlait de lui-même. L'expression de Dolan s'adoucit légèrement. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui? Vous devriez le savoir. L'examen préliminaire dit que les tirs étaient propres. La négociation était du manuel. Et vous avez probablement empêché un massacre. Il y aura une enquête formelle, mais sauf un twist bizarre, vous êtes blanchi. J'apprécie, mais elle se pencha en avant. J'ai besoin de vous demander autre chose. Quelque chose que Rudy Eaton a dit avant le début de la fusillade. Il a mentionné l'affaire de développement de Riverside Heights. Vous savez quelque chose là-dessus? Mitchell secoua la tête. Seulement ce que j'ai entendu aujourd'hui, Riverside Heights était un quartier résidentiel à l'est. Vieux quartier, classe ouvrière, beaucoup de familles minoritaires. Il y a 2 ans, le maire Hudson a poussé une action d'expropriation pour saisir les propriétés pour un projet de développement. La compensation était minimale. L'aide à la relocalisation promise n'a jamais matérialisé. Le développement qui était censé être construit, un centre mixte résidentiel et commercial, n'a jamais commencé les travaux. Alors, qu'est-il arrivé au terrain? C'est ce que nous aimerions savoir. Dolan sortit plusieurs photos. Elles montraient des terrains vides, envahis par les mauvaises herbes, entourés de clôtures en chêne. Ça reste vacant depuis 18 mois, mais le bureau du maire paie des frais d'entretien à une société appelée Riverside Development LLC. Nous enquêtons sur la structure de propriété, mais c'est enterré sous environ 6 sociétés écrans. Mitchell étudia les photos. Vous pensez que le maire est connecté à la société de développement? Je pense que c'est suspect. Et je pense que les affirmations de Rudy Eaton méritent une enquête. Mais voilà le problème. Rudy vient de devenir un terroriste qui a pris des otages à un mariage de haut niveau. Quelles que soient ses plaintes légitimes, elles sont maintenant enterrées sous des charges criminelles. Et le maire devient la victime sympathique dont le fils a failli être kidnappé. Pratique. Très. Dolan croisa son regard. Entre nous, je surveille le maire Hudson depuis 8 mois, pas ça spécifiquement, d'autres problèmes. Irrégularité de zonage. Question de financement de campagne. Contrat sans appel d'offres à des sociétés connectées. Rien que je puisse prouver, juste des schémas qui me grattent les instincts. Et puis aujourd'hui arrive, et soudain un critique légitime du maire devient un criminel violent. Mitchell vit où ça allait. Vous pensez que c'était un coup monté? Je pense que le timing est intéressant. Je pense que Rudy Eaton avait de vraies plaintes et était probablement assez instable pour agir. Je pense que quelqu'un pourrait l'avoir poussé un peu dans la bonne direction. Elle ferma le dossier, mais je ne peux prouver rien de tout ça. Et maintenant, grâce aux événements d'aujourd'hui, je ne le pourrai probablement jamais. Ils restèrent assis en silence un moment. Enfin, Mitchell demanda « Pourquoi me dites-vous ça? Parce que vous êtes un témoin? Parce que vous avez parlé à Rudy Eaton? Entendu ce qu'il a dit? Parce que si quelque chose lui arrive avant le procès, et ces choses ont une façon d'arriver, je veux quelqu'un d'autre qui connaisse la vérité. » Elle se leva, rassemblant ses documents. « Vous êtes libre de partir. Monsieur Lindsay, merci pour votre coopération. Et encore, vous avez fait du bon travail aujourd'hui. » Après son départ, Mitchell resta seul dans la salle de conférence, réfléchissant, schémas, coincidences. Un maire avec des secrets, un vétéran désespéré avec une rancune, une crise parfaitement chronométrée qui renforçait les narratifs existants, son entraînement SEAL lui avait appris à chercher ce qui ne collait pas, ce qui était trop pratique, ce qui servait des agendas cachés. Quelque chose n'allait pas ici. Son téléphone vibra, texto d'un numéro inconnu. C'est Jasmine Hudson. La mariée? Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai besoin de parler à quelqu'un qui me dira la vérité. Mitchell fixa le message. Femme intelligente, avait-il pensé pendant le chaos, assez intelligente pour savoir que son jour de mariage avait révélé quelque chose de pourri, et assez intelligente pour chercher des réponses. Il répondit « Demain, café, dites-moi où ?» Sa réponse vint immédiatement « Bean and Brew, Tensaho, merci pour tout. » Mitchell rangea son téléphone et se leva. Il était venu à ce mariage pour prendre des photos, capturer de la joie et de la célébration. Au lieu de ça, il avait pris des vies, exposé des secrets et replongé dans un monde qu'il avait essayé de quitter, mais en sortant du bâtiment du FBI dans l'air frais de la nuit,
Mitchell ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était que le début. Les premiers coups avaient été tirés, mais la vraie bataille n'avait pas encore commencé. Et il était très bon aux batailles. Chapitre 4, Développement. Bean & Brew occupait une brownstone convertie dans le quartier des Arts, le genre d'endroit qui servait des cafés-filtres et exposait des photos locales sur des murs de briques apparentes. Mitchell arriva 15 minutes en avance, prit une table dans un coin avec des lignes de vue claires sur les 2 entrées et commanda un café noir, vieilles habitudes. Jasmine Hudson, Jasmine Elliott. Se corrigea-t-il, doutant que le mariage survive sa première semaine, arriva exactement à 10 heures. Elle avait échangé sa robe de mariée d'hier contre un jean et un simple pull bleu, ses cheveux tirés en une queue de cheval pratique, sans le maquillage de mariée. Mitchell pouvait voir l'épuisement sur son visage, les yeux rougis de quelqu'un qui avait pleuré toute la nuit. « Merci d'être venu. » Elle s'assit en face de lui, les mains serrées autour d'un shellac, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Je ne savais pas à qui d'autre parler. « Comment va votre père ?» 12 points de suture. Commotion légère. Il est à la maison en train de se reposer. Sa voix se brisa légèrement. Il n'arrête pas de s'excuser d'avoir ruiné mon mariage, comme si c'était ce qui comptait. Mitchell attendit. Il avait appris des techniques d'interrogatoire dans la Navy, mais la plus efficace était simplement le silence. Les gens le remplissaient. La famille d'Adam a des avocats, continua Jasmine. Toute une équipe. Ils n'arrêtent pas d'appeler, nous disant quoi dire, quoi ne pas dire. Ils veulent que nous signions des accords de confidentialité sur ce qui s'est passé, ce que nous avons entendu. Ils offrent de l'argent pour notre traumatisme. Elle rit amèrement. C'est comme ça qu'ils appellent l'argent du silence maintenant. Compensation pour traumatisme. Avez-vous signé ? Non. Elle croisa son regard et Mitchell vit de l'acier sous l'épuisement. Mon papa m'a élevé mieux que ça. Il disait toujours, Jasmine, si quelqu'un te paie pour te taire, c'est parce que la vérité leur coûte plus cher. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à hier. Qu'avez-vous entendu hier ? À part l'évident, Jasmine sortit son téléphone, tapa jusqu'à une application d'enregistrement vocal. Quand Rudy Eaton vous parlait, négociez, je l'ai enregistré. Je ne sais pas pourquoi. L'instinct, je suppose. Mon téléphone était dans mon bouquet. Elle appuya sur play. Mitchell entendit sa propre voix, minuscule à travers le haut-parleur du téléphone. Faites-moi comprendre. Puis la réponse de Rudy, douleur et rage suintant. Le maire, son projet de développement, l'affaire Riverside Heights. Ma famille y vivait depuis 3 générations, 26 familles. Il nous a forcés à partir. Payer des cacahuètes, promis une relocalisation qui n'est jamais venue. Ma mère, elle a eu une attaque quand ils ont démoli notre maison. Morte 6 mois plus tard. L'enregistrement continua tout au long de la confrontation. Quand il se termina, Jasmine regarda Mitchell. Adam l'a confirmé. Après que la police ait pris nos déclarations, avant que son père puisse l'arrêter, il a dit que son père avait vraiment forcé ses familles à partir, vraiment enterrer des rapports sur la compensation injuste. Il a dit qu'il avait essayé de parler, d'arranger les choses, mais le maire a menacé de le couper complètement. Vous le croyez ? Elle considéra la question. Je crois qu'Adam est faible. Pas maléfique, je crois qu'il a vu du mal et n'a pas eu le cran de l'arrêter. Je crois qu'il était prêt à se taire pour son héritage et sa future carrière politique. Sa voix durcit, je crois aussi que je ne l'épouserai pas. Vous lui avez dit, ce matin, il a pleuré, supplié, dit qu'il changerait, dit que nous pouvions déménager, recommencer, s'éloigner de l'influence de son père. Elle secoua la tête, mais c'est le problème. Il a besoin de s'éloigner de son père pour faire le bien. Les bons hommes n'ont pas besoin de distance de la corruption pour trouver leur courage. Ils l'ont déjà. Mitchell respecta cette clarté face à la perte. C'était rare. Que voulez-vous de moi ? L'agent du FBI, Monica Dolan. Elle m'a donné sa carte, m'a dit d'appeler si je pensais à autre chose, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Je ne sais pas qui est dans la poche du maire. Qui joue quel angle ? Vous êtes, elle chercha ses mots, vous êtes la seule personne que j'ai vue hier qui semblait se soucier de faire ce qui est juste au lieu de ce qui est sûr ou profitable ou politiquement malin. C'est une barbasse peut-être ? Mais c'est la barre avec laquelle je travaille. Elle se pencha en avant. Je veux aider, quelle que soit l'enquête en cours, quelle que soit la vérité qui doit sortir, je veux aider à la faire sortir. Pouvez-vous me dire comment ? Mitchell l'étudia. D'après son expérience, les civils qui voulaient aider les enquêtes voulaient généralement juste se sentir importants, s'injecter dans des narratifs qui ne les concernaient pas, mais les motivations de Jasmine semblaient différentes. Nées non de l'ego, mais d'un désir d'extraire du sens du traumatisme. Ce n'est pas un jeu, dit-il prudemment.
si le maire est vraiment corrompu, s'il a vraiment orchestré cette situation pour enterrer ses crimes. Alors il est dangereux. Les gens qui protègent ce genre de pouvoir n'hésitent pas à détruire les menaces. Et je sais, c'est pourquoi j'ai peur. C'est pourquoi j'ai besoin de faire quelque chose au lieu de juste avoir peur. Mitchell prit une décision. Il sortit son téléphone, trouva la carte de l'agent Dolan dans ses contacts et composa. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Agent Dolan, Mitchell Lindsay. Je suis à Bean & Brew avec Jasmine Elliott. Elle a des informations que vous devez entendre. 1 heure plus tard, il s'était relocalisé dans un bâtiment de bureau banal qui abritait le bureau satellite local du FBI. L'agent Dolan écouta l'enregistrement de Jasmine 3 fois, prenant des notes, son expression devenant progressivement plus concentrée. « C'est bon », dit enfin Dolan. Ça corrobore ce que Rudy Eaton nous a dit dans sa déclaration officielle, mais c'est encore l'accusation d'un homme contre un maire en exercice. « Nous avons besoin de plus ? Quel genre de plus ?» demanda Jasmine. « Des documents ? Des registres financiers, des communications, n'importe quoi qui montre que le maire a personnellement bénéficié de l'affaire Riverside Heights ou qu'il a délibérément supprimé des informations sur l'insuffisance de la compensation. » Dolan afficha une carte sur son ordinateur. « Nous essayons de tracer la propriété de Riverside Development LLC, mais c'est un jeu de coquilles. 6 sociétés de holding différentes, toutes enregistrées dans des états différents, toutes avec des avocats qui combattent chaque assignation. » Mitchell regarda la carte, notant les limites de propriété. Qu'était-ce censé être construit là? Développement mixte, unités résidentielles, espaces commerciaux, centres communautaires. Le pitch était la rénovation urbaine, apportant de la croissance économique à une zone déprimée. Le conseil municipal l'a approuvé avec le maire comme champion principal. Mais après que le terrain ait été saisi et les familles déplacées, le projet s'est arrêté. La société de développement a cité des problèmes de permis, puis des conditions de marché, puis des problèmes de financement. Reste vide depuis. Qui paie les taxes foncières sur un terrain vide? Dolan sourit. C'est la bonne question. La société de holding le fait, ou plutôt une série de paiements trimestriels depuis des comptes offshore que nous ne pouvons pas tout à fait tracer. Quelqu'un dépense de l'argent significatif pour garder ce terrain en limbo légal. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Demanda Jasmine. Si vous ne construisez rien, pourquoi payer pour garder des lots vides? Parce que le terrain apprécie, dit Mitchell, les pièces s'assemblant, parce que peut-être que les lots vides ne sont pas le point, peut-être qu'ils sont l'investissement, saisir la propriété à bas prix via l'expropriation, attendre que la zone environnante se développe, puis soit construire, soit vendre avec un profit massif. C'est notre théorie de travail, confirma Dolan. Mais prouver que le maire est connecté à l'investissement est presque impossible sans accès aux structures corporatives. Nous aurions besoin d'un comptable forensique avec des mois de temps et un juge prêt à autoriser des enquêtes financières invasives sur un élu en exercice. Et Adam Hudson, intervint Jasmine. Il a dit avoir vu des rapports que son père a enterrés. Si ces rapports existent, nous avons demandé. Ces avocats ont fermé ça immédiatement ? Citant le privilège conjugal et la vie privée familiale, la frustration de Dolan était évidente. Adam veut coopérer, mais il est terrifié par son père. Il ne parlera pas sans immunité, ne fournira pas de documents sans assignation formelle, ne fera rien que son père puisse tracer directement jusqu'à lui. Donc, nous sommes coincés. Les épaules de Jasmine s'affaissèrent. Mitchell avait été silencieux, réfléchissant, et les autres familles, les 25 en plus de celles de Rudy Eaton. Avez-vous parlé à eux? À certains, la plupart ont déménagé hors de l'État, dispersés. Ceux que nous avons trouvés ne veulent pas revivre le traumatisme ou ont déjà réglé des poursuites pour des cacahuètes avec des accords de confidentialité attachés. Dolan vérifia ses notes. Il y a une exception, Armando Macula. Il était le leader communautaire officieux de Riverside Heights, tenait un petit garage de réparation auto là-bas. Il a refusé l'offre de la ville, refusé de régler et est actuellement en litige avec la ville. Son avocate est Rita Haskins, avocate locale des droits civils. Ils combattent la saisie par expropriation comme inconstitutionnelle, affirmant que la ville a violé la procédure appropriée. À quel stade est cette affaire? Phase de découverte. Avance lentement. Les avocats de la ville déposent continuellement des reports, des objections procédurales. Le juge semble sympathique à Macula. Mais c'est un processus de plusieurs années. Dolan les regarda tour à tour. Pourquoi demandez-vous? Parce que quelqu'un qui combat encore est quelqu'un qui pourrait avoir des informations, dit Mitchell. Quelqu'un qui pourrait avoir documenté les irrégularités, sauvé des communications, tenu des registres, quelqu'un qui pourrait parler s'y approcher de la bonne manière. Dolan considéra ça
Je ne peux pas officiellement vous encourager à interférer avec une affaire civile en cours ou à mener des enquêtes parallèles. En tant qu'agent fédéral, je suis lié par des protocoles et des limitations juridictionnelles, compris. Cependant, elle écrivit une adresse sur un bloc-notes et la glissa sur le bureau. Si un citoyen concerné voulait visiter le garage de réparation auto de Macula, situé à cette adresse pour peut-être s'enquérir d'un entretien véhicule de routine, et si pendant cette visite une conversation se produisait sur des expériences partagées d'injustice, eh bien, c'est juste l'exercice de la liberté d'expression et d'association. Mitchell prit l'adresse « Subtil ». Je suis un agent fédéral. Nous ne faisons pas subtil. Nous faisons déni plausible. Chapitre 5 – Entretien. Le garage de réparation auto de Macula occupait un bâtiment bas en bloc de béton sur le côté sud. Coincé entre une laverie et un restaurant condamné, l'enseigne peinte à la main était fanée mais fière à laisser le lot propre malgré son asphalte craquelé. 2 portes de baie étaient ouvertes, révélant un homme d'âge moyen travaillant sous le capot d'un vieux pick-up Chevy. Armando Macula était bâti comme quelqu'un qui avait passé une vie à faire du travail physique et d'essai. Compact, musclé, avec des mains tachées de graisse et des yeux fatigués, il leva les yeux quand Mitchell approcha, son expression passant par la curiosité, la reconnaissance et la lassitude en succession rapide. « Je vous connais, vous êtes le photographe du mariage. » Macula posa sa clé. « Je vous ai vu aux nouvelles. » Mitchell Lindsay. Il tendit la main. « J'espère que je ne vous interromps pas. Ça dépend de ce que vous voulez. » La poigne de Macula était ferme. « Testanta, si vous venez du bureau du maire avec une autre offre de règlement, vous pouvez faire demi-tour. Ce n'est pas le cas. Je suis ici parce que je pense que vous et moi avons un intérêt mutuel à ce que la vérité sorte sur Riverside Heights. » Les yeux de Macula se plissèrent. « C'est ça? Et quel était votre intérêt? » « Here, j'ai tiré sur 2 hommes qui essayaient de kidnapper le fils du maire. L'un d'eux, Rudy Eaton, m'a dit pourquoi. Il m'a parlé de familles déplacées, de promesses brisées et d'une femme morte du stress de perdre sa maison. » Mitchell soutint le regard de Macula. « J'ai passé ma vie adulte à combattre pour des gens qui ne pouvaient pas se battre eux-mêmes. Il s'avère que certains de ces combats se passent ici, pas à l'étranger. » Quelque chose changea dans la posture de Macula, pas de la confiance. « Pas encore, mais la reconnaissance que Mitchell pourrait être sincère. Vous voulez entrer, prendre un café ?» Le bureau était une petite pièce attenante au garage, murs couverts de calendriers, de dossiers de service et de photos jaunissantes. Une photo montrait une scène de rue de quartier vibrante, des enfants jouant, des voisins parlant. Le genre de communauté qui existait plus dans les souvenirs que dans la réalité ces jours-ci. « Riverside Heights », dit Macula, suivant le regard de Mitchell. « Il y a 20 ans, avant que le maire décide que notre quartier valait plus vite qu'occupé. » Ils s'assirent. Macula versa du café d'une cafetière Mister. « Coffee cabossé. Parlez-moi de l'affaire de développement, » dit Mitchell. « Tout. » Macula le fit. L'histoire prit 40 minutes et 2 recharges. Ça commença 3 ans plus tôt quand le maire Hudson proposa pour la première fois l'initiative de renouvellement de Riverside. Sur papier, ça sonnait bienveillant. Un partenariat public-privé pour revitaliser un quartier en difficulté, apportant de nouveaux logements, emplois et investissements. Les résidents, Macula inclus, avaient été prudemment optimistes, puis vinrent les évaluations. La ville engagea une firme d'évaluation, Clearview Evaluations, pour déterminer la juste valeur marchande des propriétés. Les chiffres qu'ils retournèrent étaient absurdement bas, parfois 40 à 50% en dessous des ventes comparables dans la zone. J'ai fait évaluer ma propriété indépendamment, dit Macula, 2 firmes différentes. Les 2 ont dit que ma propriété valait au minimum 340 000 $. La ville m'a offert 185 000 $. Quand j'ai contesté, ils ont dit que je pouvais accepter leur offre, ou ils saisiraient la propriété par expropriation, et je n'aurais rien d'autre que des factures légales. D'autres ont contesté les évaluations. 11 d'entre nous, nous avons mis de l'argent en commun pour une avocate, Rita Haskins. Elle est bonne, mais elle combat tout l'appareil légal de la ville avec une fraction de leurs ressources. Les autres, ils secouaient la tête. La plupart ne pouvaient pas se permettre le combat. Ils ont pris les offres basses parce que quelque chose valait mieux que rien. Les récalcitrants ont eu de la pression, inspection de code, refus de permis, audits fiscaux, mort par bureaucratie. Éventuellement, tout le monde a craqué sauf moi. Pourquoi avez-vous continué à combattre? Parce que mon grand-père a construit ce garage de ses propres mains en 1963. Parce que mon père l'a agrandi dans les années 80. Parce que j'ai élevé mes 3 enfants dans l'appartement au-dessus. Parce que... La voix de Macula s'enroua. Parce que si je ne me levais pas, qui le ferait? Quelqu'un devait dire non.
les forcer à suivre leurs propres règles. Les faire prouver que nous voler était légal et juste. Mitchell comprit. Il avait vu la même résolution chez des soldats tenant des positions contre des chances impossibles, le refus de céder, non parce que la victoire était probable, mais parce que la reddition était impensable. De quoi avez-vous besoin pour gagner votre affaire? Preuve que la ville a violé les procédures d'expropriation? Preuve que les évaluations étaient frauduleuses? Preuve que le développement n'était jamais légitime? Que c'était toujours sur la spéculation foncière? Macula sortit un classeur épais. J'ai des pièces. Sauvez chaque email, chaque lettre, chaque document envoyé par la ville. J'ai des témoignages d'autres résidents déplacés. J'ai des preuves que Clearview Evaluation a été engagé par une société avec des liens aux donateurs de campagne du maire. Mitchell feuilleta le classeur. C'était impressionnant d'organisation. Chronologique, référencé croisé, annoté. Macula avait essentiellement mené sa propre enquête. C'est du bon travail. Ce n'est pas assez. Rita dit que nous avons besoin de la preuve irréfutable. Quelque chose qui lie directement le maire à un bénéfice financier de garder le terrain non développé. Sans ça, la ville prétend juste que c'était une erreur malheureuse. Me paie la juste valeur et rien ne change. Le maire s'en tire. Le système continue et la prochaine fois, ils seront juste plus prudents. Et si je vous disais que le FBI enquête sur la structure de propriété de la société de développement, Macula se pencha en avant. Vous avez l'intérêt des fédéraux, une agent qui regarde le maire pour d'autres problèmes. Elle pense que Riverside Heights connecte à un schéma plus large de corruption. Mais elle a le même problème que vous, ne peut pas prouver le lien direct. Alors, que faisons-nous? Mitchell pensa à la prudence de l'agent Dolan pour le déni plausible, à la détermination de Jasmine à aider, à la rage et au chagrin de Rudy Eaton qui avait tourné destructif au lieu de productif. Il pensa à toutes les fois dans sa carrière militaire où les canaux officiels avaient bougé trop lentement, où les règles et réglementations avaient empêché l'action nécessaire. Nous trouvons la preuve irréfutable nous-mêmes, dit Mitchell. Nous construisons un dossier si étanche que le FBI ne peut l'ignorer et la ville ne peut le rejeter. Comment? Je travaille encore là-dessus, mais j'ai des idées et des gens qui peuvent t'aider. Il sortit son téléphone, ouvrit sa galerie photo, trouva la photo qu'il avait prise au mariage juste avant le début des tirs. Elle montrait Adam Hudson et son père en conversation, la main du maire sur l'épaule de son fils. Leurs deux visages visibles et sans garde dans ce qu'il pensait être un moment privé. Adam Hudson a vu des documents que son père a essayé d'enterrer. Il est faible, mais assez coupable pour être retourné. Sa fiancée, ex-fiancée maintenant, veut aider à exposer la vérité. Et j'ai des compétences qui me permettent d'entrer dans des endroits où la plupart des civils ne peuvent pas. Mitchell croisa le regard de Macula. Je ne promets pas le succès, je promets l'effort. Un vrai effort. Le genre qui pourrait me causer des ennuis si les choses tournent mal. Pourquoi? Demanda Macula simplement, directement. Pourquoi risquer quoi que ce soit pour ça? Mitchell fut silencieux un moment, pensant à toutes les fois où il s'était déployé à l'étranger pour protéger les intérêts américains, les valeurs américaines, les gens américains, pensant à rentrer chez lui pour trouver ces mêmes valeurs assiégées de l'intérieur, corrompues par des gens qui voyaient le pouvoir comme une permission et la loi comme un obstacle. Parce que je suis fatigué de combattre des guerres à l'étranger pendant que nous perdons les batailles ici chez nous, dit-il enfin, parce que votre grand-père a construit quelque chose de ses mains. Et ça compte? Parce que 26 familles méritaient de mieux, et l'une d'elles est morte en obtenant pire. Il se leva, tendant la main à nouveau, parce que c'est la bonne chose à faire, et je ne suis pas assez compliqué pour avoir besoin d'une meilleure raison que ça. Cette fois, quand Macula serra sa main, c'était avec la poigne d'un partenariat. Chapitre 6, Reconstruction. Au cours de la semaine suivante, Mitchell assembla son équipe comme s'il planifiait une opération militaire, sélection prudente des compétences, délimitation claire des rôles, sécurité opérationnelle absolue sur le besoin de savoir. Jasmine Elliott apporta l'accès. En tant qu'ancienne fiancée d'Adam Hudson, elle avait encore des relations avec le personnel domestique de la famille Hudson, leurs amis, leur cercle social. Elle pouvait poser des questions sans susciter de soupçons, recueillir des informations de manière que Mitchell ne pouvait pas. Armando Macula apporta la documentation et la connaissance communautaire. Son classeur devint la fondation de leur carte d'évidence, une carte littérale que Mitchell créa sur le mur de son appartement, connectant personnes, sociétés, dates et transactions avec une ficelle rouge comme un cliché de détective venu à la vie. L'agent Monica Dolan apporta des renseignements soigneusement délivrés lors de rencontres fortuites. Elle ne pouvait pas coopérer officiellement avec des civils menant une enquête non autorisée, mais elle pouvait mentionner en conversation décontractée
Quelles sociétés écrans avaient été tracées? Quels avocats bloquaient les assignations? Quelles institutions financières se montraient non coopératives? Et Mitchell apporta les compétences qu'il avait gardées en vie à travers 6 zones de guerre: planification, tactique, surveillance. Et la capacité de percer la sécurité sans laisser de traces. Sa première cible fut Clearview Evaluations. La firme d'évaluation qui avait fourni les évaluations sous-évaluées des propriétés, la société opérait depuis un bureau modeste dans un parc commercial suburbain, tout en verre et acier brossé. Projetant compétence et neutralité, Mitchell passa 2 jours en surveillance. Il nota les arrivées et départs des employés, les placements des caméras de sécurité, l'horaire de l'équipe de nettoyage. Le contractant IT qui entretenait leur système tous les jeudis après-midi, il cartographia la disposition du bâtiment via observation extérieure et plan d'étage disponible publiquement. Jeudi soir, Mitchell arriva à 18h47. Vêtu de l'uniforme générique des contractants IT partout, polo avec un faux logo d'entreprise, kaki, sac d'ordinateur portable. Badge d'identification clipsé à sa ceinture. Le badge était un faux convaincant. Mitchell avait payé un ancien SEAL qui tenait maintenant une firme de conseil en sécurité privée pour le produire. La sécurité du bâtiment était minimale, un lecteur de cartes à l'entrée principale, des caméras dans le lobby et les escaliers, mais pas de gardes actifs après les heures. Mitchell contourna le lecteur de cartes en utilisant un cloneur RFID qu'il avait acheté en ligne. Un outil que les professionnels de la sécurité retail utilisaient pour des fins légitimes, mais qui fonctionnait aussi bien pour un accès non autorisé. À l'intérieur, il se déplaça avec la confiance déterminée de quelqu'un qui appartenait là, quand les quelques employés restants le regardèrent. Il hocha la tête et continua vers le placard IT où il commença ostensiblement à dépanner des problèmes de réseau. En réalité, il accédait à la salle des serveurs de la société. Mitchell n'était pas un hacker, ce n'était pas sa spécialité. Mais il avait travaillé avec assez de spécialistes en renseignements signaux pour comprendre les bases. La plupart des réseaux de bureaux étaient mal sécurisés en interne, comptant sur des défenses périmétriques pour garder les menaces dehors. Une fois à l'intérieur de ces défenses, le mouvement latéral était facile. Il brancha un petit dispositif, essentiellement un Raspberry Pi durci chargé de logiciels de test de pénétration, dans le commutateur réseau de la société. Le dispositif copierait discrètement les données accessibles vers un serveur cloud crypté au cours des 72 heures suivantes avant que sa batterie ne meure. Toute l'opération prit 12 minutes. Mitchell était sorti du bâtiment à 19h04. 3 jours plus tard, il examina les données récoltées sur son ordinateur personnel, son entraînement militaire incluant assez de sécurité opérationnelle pour savoir ne jamais accéder à des preuves potentiellement criminelles sur des dispositifs traçables. Ce qu'il trouva était accablant. Des tableurs montrant des valorisations de propriétés avec 2 ensembles de chiffres, les évaluations honnêtes et les offres sous-évaluées. Des chaînes d'emails entre le PDG de Clearview, Oliver Bassett, et des officiels de la ville discutant de la gestion des résultats d'évaluation. Des contrats PDF montrant que Clearview était partiellement détenu par une firme de conseil appelée Harmon & Associates. Mitchell chercha Harmon & Associates dans les bases de données de registres publics. Ça prit 6 heures de suivi des traces d'enregistrement corporatif, mais finalement il trouva la connexion. Harmon & Associates était une filiale d'une société qui avait donné 250 000 $ à la campagne de réélection du maire Hudson. « Nous avons la fraude », dit Mitchell à son équipe quand ils se réunirent le soir suivant au garage de Macaulay. Clearview ne menait pas d'évaluation légitime. Il produisait des résultats prédéterminés pour un client connecté. « C'est énorme », dit Rita Haskins. L'avocate des droits civils avait rejoint leur alliance officieuse, apportant une expertise légale à leur collecte d'évidence. Elle était plus jeune que Mitchell s'y attendait. Début de la trentaine, noire, avec la concentration intense de quelqu'un engagé dans son travail au-delà de l'obligation professionnelle. Avec ça, je peux démontrer que l'évaluation de la propriété d'Armando a été délibérément supprimée. Ça va au cœur de l'affaire d'expropriation. Mais ça ne lie pas encore le maire au développement société. Dolan le souligna, elle avait commencé à rejoindre leurs réunions hors service. Nous pouvons montrer que la campagne du maire a reçu de l'argent d'une société qui a profité d'évaluations frauduleuses. C'est préoccupant, mais ce n'est pas illégal. Les dons passent par des consultants et des sociétés écrans tout le temps. Alors, nous allons plus profond. Jasmine dit ça. Elle s'était jetée dans l'enquête avec une intensité surprenante, trouvant peut-être un but dans les décombres de son mariage raté. Adam essaie encore de se réconcilier avec moi. Il appelle tous les jours, s'excusant, promettant d'être meilleur. Et si j'acceptais de le rencontrer, suggérait qu'il pourrait prouver qu'il a changé en aidant à exposer ce que son père a fait.
Mitchell considéra ça. Vous l'utiliseriez? Il m'a utilisé l'idée de moi, la simple fille de petite ville qui le ferait paraître relatable aux électeurs quand il se présentera éventuellement. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste une évaluation claire. Le tour pour tour semble juste. C'est aussi potentiellement dangereux, avertit Mitchell. Si le maire soupçonne qu'Adam coopère avec une enquête, il le fermera légalement, financièrement, de toutes les manières possibles. Alors, nous faisons en sorte qu'Adam ne sache pas qu'il coopère, suggéra Rita. Jasmine le rencontre, a des conversations innocentes et apprend par hasard des détails qu'Adam mentionne volontairement. Rien de forcé, rien qui viole le privilège avocat-client ou conjugal, ancien conjugal communication. Dolan hocha la tête lentement. Si vous apprenez des informations et les partagez volontairement avec des enquêteurs fédéraux, ce serait légal. Nous ne pourrions pas l'utiliser pour forcer un témoignage directement, mais ça pourrait guider où nous cherchons des documents assignables. Je le ferai, dit Jasmine fermement. Je rencontrerai Adam demain. La rencontre eut lieu dans un restaurant calme, territoire neutre. Mitchell observa depuis une voiture de l'autre côté de la rue, pas assez près pour entendre, mais positionné pour intervenir si quelque chose tournait mal. Il avait passé assez de temps en opération de surveillance hostile pour reconnaître quand les situations passaient de contrôlées à dangereuses. À travers l'objectif téléphoto de son appareil, il regarda Jasmine et Adam parler pendant 90 minutes. Adam faisait la plupart de la conversation, se penchant en avant, geste des mains, le langage corporel de quelqu'un désespéré d'être entendu. Jasmine écoutait, posant occasionnellement des questions, son expression un masque prudent de considération. Quand elle revint à la voiture de Mitchell, elle était pâle mais composée. « Il est terrifié par son père », rapporta-t-elle. « Le maire a menacé de le déshériter complètement à moins qu'Adam ne se plie. Plus de fonds fiduciaires, plus de connexions politiques, plus d'accès à l'empire familial. Tout ce qu'Adam est ou pense être vient de son père. A-t-il mentionné les documents? Mieux, Jasmine sortit son téléphone. Il a parlé de la propriété, le terrain de Riverside Heights. Il a dit que son père a été en négociation avec une chaîne de retail nationale sur la construction d'un grand centre de distribution là-bas. La société offre une somme massive, mais l'accord requiert que la ville fournisse des améliorations d'infrastructures, routes, utilités, incitation fiscale. Adam a dit que son père tient le terrain via des sociétés écrans en attendant l'acheteur droit. Quelqu'un qui rendrait l'investissement valable. Mitchell sentit les pièces du puzzle s'assembler. Un centre de distribution requérait d'énormes parcelles de terrain, exactement ce que fournit Riverside Heights. Et si le maire pouvait présenter le terrain comme propriété de la ville? Saisi via une expropriation légitime, il pourrait l'offrir aux développeurs avec moins de complications que des ventes privées. Mais s'il le possède personnellement, via des sociétés écrans, ajouta Dolan, alors il ne vend pas de propriété de la ville. Il vend son propre investissement à un profit massif en utilisant des améliorations d'infrastructures payées par l'argent des contribuables. C'est de la corruption, dit Rita calmement. Utiliser un office public pour enrichissement privé. C'est poursuivable si nous pouvons le prouver. Mitchell avertit. Nous avons besoin de documents montrant la propriété du maire dans les négociations de développement. Nous avons besoin de preuves de l'accord du centre de distribution. Nous avons besoin... Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Mitchell répondit « Monsieur Lindsay ?» La voix était cultivée. « Commandante, unmistakable. C'est le maire Conrad Hudson. Je crois que nous devrions nous rencontrer. » Chapitre 7. Confrontation. Le bureau du maire occupait l'étage supérieur de l'hôtel de ville, tout en acajou et marbre. Portrait de maire prédécesseur regardant avec divers degrés de suffisance. Mitchell fut fouillé avant l'entrée, pas rudement, mais assez tôt au lit pour trouver n'importe quelle arme. Il avait laissé son Essigé Sauer à la maison, sachant que cette confrontation se combattrait avec des mots, pas des balles. Le maire Conrad Hudson se tenait à la fenêtre, regardant sur la ville qu'il gouvernait. En personne, il projetait encore plus d'autorité qu'au mariage. Cheveux argentés, parfaitement coiffés, costume taillé pour souligner sa silhouette encore athlétique, chaque détail curé pour projeter compétence et contrôle. « J'ai lu sur vous ?» dit le maire sans se tourner. « Mitchell Lindsay, Navy SEAL, 12 ans de service, décharge honorable avec citation, transitionné à la photographie, choix de carrière intéressant, puis, bien sûr, vos héroïques au mariage de mon fils. La presse a été très complimentary, je faisais mon travail. Vraiment. » Maintenant Hudson se tourna, ses yeux vifs. « Où vous positionniez-vous ?» Créant un narratif, établissant de la crédibilité pour ce qui vient ensuite, Mitchell soutint son regard, ne disant rien. Le maire sourit légèrement. « Je fais mes recherches. Monsieur Lindsay,
Dans la semaine passée, vous avez été vu avec Jasmine Elliott, ma future belle-fille ancienne. Vous avez visité le garage d'Armando Macula. Vous avez été observé prenant un café avec l'agent du FBI Monica Dolan à 3 occasions séparées. Et jeudi dernier, quelqu'un correspondant à votre description a accédé à Clearview Evaluations après heures, pendant lequel leur réseau a été pénétré et des données substantielles copiées. C'est toute une théorie du complot. C'est tout un schéma, et les schémas me préoccupent. Hudson se dirigea vers son bureau, pressant un bouton sur son téléphone. Envoyez-les. La porte s'ouvrit, 2 hommes entrèrent, costume cher, yeux froids. Le port un mystacable de professionnels de la sécurité privée qui avaient gradué de fonds militaires ou policiers vers des zones grises, éthiques plus lucratives. Ces messieurs travaillent pour la division sécurité de Harmon & Associates. Expliqua Hudson, ils mènent une opération de contre-renseignement concernant des menaces potentielles aux opérations de la ville. Imaginez ma surprise quand leur enquête a révélé qu'un héros de guerre décoré tourné photographe menait une surveillance non autorisée, accédait à des réseaux informatiques privés et conspirait avec un agent fédéral pour fabriquer une enquête de corruption. Je n'ai rien fabriqué, juste documenté ce qui était déjà là. Vraiment, Hudson ouvrit un dossier. Étalant des photos sur son bureau, elle montrait to Mitchell à divers endroits au cours de la semaine passée. Devant le garage de Macula, au café avec Dolan, dans le parking près de Clearview Evaluations, parce que de là où je suis, ça ressemble à du harcèlement d'un serviteur public en deuil dont la famille a été ciblée par une attaque terroriste. Ça ressemble à un vétéran troublé, peut-être souffrant de SSPT qui s'est inséré dans des situations où il n'appartient pas. Ça ressemble à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'une évaluation psychiatrique pour sa propre sécurité et celle des autres. La menace était claire et professionnellement délivrée. Mitchell sentit une vieille colère monter, le genre qu'il avait soutenu à travers des interrogatoires par des ennemis bien plus sophistiqués qu'un maire corrompu de petite ville. « Me menacez-vous ? J'exprime une préoccupation pour votre bien-être. » La voix de Hudson était presque paternelle. « Vous avez vécu un traumatisme ? Tuer ces hommes au mariage, même en défense d'innocents ? Ça prend un péage psychologique. Peut-être vous êtes-vous accroché à cette enquête comme une façon de traiter ce traumatisme, créant des vilains où il n'y a que des erreurs bureaucratiques et des coïncidences malheureuses. 26 familles déplacées, la mère de Rudy Eaton morte d'une attaque causée par la perte de sa maison, propriété saisie via des évaluations frauduleuses. Ce ne sont pas des erreurs bureaucratiques, c'est de la corruption systématique. C'est votre interprétation basée sur des informations incomplètes, filtrées par vos préconceptions. Hudson se pencha en avant. Voilà ce qui s'est vraiment passé. La ville a mené une initiative légitime de renouvellement urbain. Nous avons engagé des évaluateurs professionnels qui ont fourni des valorisations basées sur les conditions de marché actuelles dans une zone déprimée. Certains résidents ont désaccordé avec ces évaluations, comme les gens le font toujours quand ils vendent une propriété à laquelle ils sont attachés émotionnellement. Nous avons suivi chaque procédure légale, fourni une compensation juste comme déterminée par des professionnels indépendants et tenté d'améliorer un quartier qui déclinait depuis des décennies. Alors pourquoi rien n'a été construit ? Pourquoi le terrain reste-t-il vide depuis 18 mois ? Le développement prend du temps. Permis, planification, financement, ces projets sont complexes. Monsieur Lindsay, ils ne se font pas du jour au lendemain. L'expression de Hudson durcit légèrement, mais rien de ça ne justifie votre intrusion criminelle, votre vol de données propriétaires ou votre conspiration pour fabriquer de fausses allégations contre mon administration. Je n'ai rien volé. J'ai documenté des informations publiquement pertinentes sur de la misconduite gouvernementale. Vous avez commis plusieurs délits. Hudson fit signe à un des hommes de sécurité qui produisit un autre dossier. Effraction, fraude informatique, écoutes électroniques, vol d'identité pour créer un faux badge d'identification. N'importe lequel pourrait résulter en poursuite fédérale. Combiné, nous parlons de 5 à 10 ans de prison. En supposant que vous vouliez que ça devienne public, parce que des poursuites signifient découverte, signifie que tout ce que j'ai trouvé devient partie du dossier judiciaire, signifie des journalistes et enquêteurs rampant sur chaque aspect de l'affaire Riverside Heights. Hudson sourit. Et c'est pourquoi nous avons cette conversation en privé. Je ne suis pas intéressé à vous détruire. Monsieur Lindsay, je suis intéressé à la réalité, aux faits, à reconnaître quand quelqu'un a été misled par des théories du complot et des mécontents vengeurs. Comme Rudy Eaton, la voix de Hudson prit de la gravité, un vétéran troublé qui a souffert d'une tragédie personnelle et dans son chagrin s'est convaincu que des officiels gouvernementaux étaient des responsables de la mort de sa mère. J'ai de la compassion pour lui-même en condamnant ses actions.
Il ne pouvait accepter que parfois la vie est juste dure, que des pertes arrivent sans vilain à blâmer. Il avait besoin d'une conspiration pour donner un sens à sa douleur. Mitchell vit la manœuvre. Hudson établissait un parallèle, suggérant que Mitchell était le même type de vétéran endommagé, créant des ennemis pour traiter le traumatisme. C'était du gaslighting sophistiqué, le genre qui marchait sur les jurys et les comités d'enquête. « Que voulez-vous » demanda Mitchell. « Je veux que vous reculiez, que vous reconnaissiez que vous avez été manipulé par des gens avec des agendas, des agents fédéraux chassant des scalps politiques, des plaignants mécontents, une ex-fiancée avec une hache à aiguiser. Je veux que vous compreniez que votre héroïsme au mariage vous a gagné du respect, mais que ce respect est gaspillé sur une croisade basée sur du fantasme. Et si je ne recule pas, alors je poursuis pleinement, agressivement, et je gagne, Monsieur Lindsay, parce que j'ai des ressources que vous ne pouvez matcher. Les meilleurs avocats de défense coûtent de l'argent que vous n'avez pas. Le tribunal de l'opinion publique peut être façonné par des firmes de RP que vous ne pouvez pas vous offrir, et à la fin, quand vous êtes condamné, quand votre dossier militaire est terni par un historique criminel, quand vous avez perdu des années de votre vie en prison, qu'aurez-vous accompli? Rien, parce qu'il n'y a pas de corruption à exposer, pas d'injustice à remédier, juste un bonhomme qui s'est détruit en chassant des fantômes. Mitchell se leva. J'y réfléchirai? Ne réfléchissez pas trop longtemps. Cette offre expire dans 48 heures. Chapitre 8, infiltration. Mitchell quitta l'hôtel de ville en sachant 3 choses. Premièrement, le maire Hudson était encore plus dangereux qu'il l'avait assumé. Intelligent, impitoyable, prêt à weaponiser le système légal pour se protéger. Deuxièmement, le maire avait des ressources que Mitchell ne pouvait matcher dans un combat direct. Agent, advocates, connexion politique, sécurité privée. Troisièmement, et le plus important, Hudson avait peur. La rencontre n'avait pas été sur une autorité confiante, elle avait été sur le confinement. Le maire reconnaissait que Mitchell et son équipe se rapprochèrent de quelque chose de dommageable. Cette peur était exploitable. Il a menacé de poursuite, dit Mitchell à son équipe quand ils se réunirent ce soir-là. Multiples délits. Il a des preuves de l'effraction à Clearview, des photos de nos réunions, assez pour construire un dossier criminel. Peut-il le faire tenir? Demanda Rita. Probablement. J'ai effracté Clearview. J'ai copié leurs données sans autorisation. Que ce soit justifié par l'intérêt public est une question légale qui pourrait aller dans un sens ou l'autre selon le juge et le jury. Mitchell regarda autour de la pièce, ce qui signifie que nous devons rendre notre évidence publique avant que Hudson puisse nous fermer. Une fois dehors, poursuivre moi devient politiquement difficile. Ça ressemble à de la retaliation. Les données que vous avez eues de Clearview prouvent que les évaluations étaient frauduleuses, souligna Macula. C'est déjà significatif. Mais ça ne lie pas Hudson directement à un enrichissement personnel. Sans cette connexion, il prétend l'ignorance, dit qu'il s'est appuyé sur des professionnels qui se sont avérés corrompus, exprime le choc et la déception, jette quelques agneaux sacrificiels au procureur et émerge en ressemblant à une victime lui-même. Donc, nous avons besoin des registres de propriété, dit Jasmine. Preuve que Hudson contrôle les sociétés écrans qui tiennent le terrain de Riverside. Ces registres existent quelque part, dit Rita. Les sociétés écrans requièrent encore des documents d'incorporation, des déclarations fiscales, des agents enregistrés. Les couches d'obfuscation les rendent dures à tracer, mais pas impossibles. Où Hudson garderait-il cette documentation? Demanda Mitchell. Ses avocats ont probablement des copies, mais celles-ci seraient protégées par le privilège avocat-client. Ses comptables pourraient... Même problème. Rita réfléchit un moment. Bureau à domicile. Peut-être fichiers personnels qui ne sont pas sujets aux exigences de conservation des registres gouvernementaux. Effracter la maison du maire serait monumentalement stupide. Dit Dolan platement. Ce n'est pas une enquête de zone grise. C'est une intrusion criminelle pure dans la résidence d'un officiel public. Je ne pourrais pas ignorer ça. Ne pourrais pas fournir de couverture. Vous seriez seul. Alors je serai seul. La voix de Mitchell portait la finalité d'une décision déjà prise. « Mitchell », commença Jasmine, « c'est ce dans quoi je suis bon. » Il l'interrompit. « Dans le service, j'ai fait des choses dont je ne peux parler dans des endroits que je ne peux nommer. Ça, c'est plus facile que 90% de ce que j'ai déjà fait. Dans le pire cas, je me fais attraper, je me fais poursuivre. C'est le même résultat que nous affrontons de toute façon si nous ne bougeons pas d'abord. Ce n'est pas le même. Argumenta Macula. Se faire attraper en effractant la maison du maire, c'est différent d'avoir des preuves de vous effractant une entreprise. C'est personnel, menaçant. Hudson l'utiliserait pour vous enterrer et discréditer tout ce que nous avons trouvé.
Ce qui est pourquoi je ne me ferai pas attraper. Mitchell regarda Dolan. J'ai besoin de plans architecturaux pour la maison de Hudson. Pouvez-vous les obtenir sans lever de drapeau? Les permis de construction sont des registres publics. Le maire a fait des rénovations il y a 3 ans. Je peux tirer ces fichiers. Le ton de Dolan était résigné. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'arrêter, mais elle pouvait au moins l'aider à le faire plus intelligemment. J'ai besoin de surveillance, continua Mitchell. L'horaire de Hudson. Système de sécurité. Qui va et vient? Non! Dolan fut ferme. Je ne peux pas fournir de surveillance de la résidence d'un officiel public sans mandat, et je ne peux pas obtenir un mandat sans cause probable que je n'ai pas. C'est une ligne que je ne franchirai pas. Je m'occuperai de la surveillance. Ce porte-à-volontaire Macula, j'ai du temps, et je sais comment être invisible. Passer assez d'années à surveiller des cibles de reprise et des acheteurs de voitures mauvais payeurs. Je peux obtenir des informations internes, ajouta Jasmine. Adam me parle encore. Je peux poser des questions décontractées sur la sécurité de son père. C'est routine. Il n'y pensera rien. Au cours des 3 jours suivants, ils construisirent un profil complet de la cible. La maison du maire Hudson était un domaine substantiel dans le quartier le plus riche de la ville. 6 chambres, système de sécurité avec caméra et détecteur de mouvement. La femme du maire, Charlotte Hudson, était rarement à la maison, passant la plupart de son temps à leur propriété de vacances en Floride. Une femme de ménage, Nellie McMullen, travaillait du lundi au vendredi, de 8h à 16h. Un service de jardinage venait hebdomadairement. Hudson lui-même gardait des horaires réguliers, partant pour l'hôtel de ville à 7h, rentrant vers 19h sauf s'il avait des événements du soir. Il avait un bureau à domicile au 2e étage qu'Adam décrivait comme son centre de commandement, où Hudson travaillait sur des affaires privées séparées de ses devoirs maillots officiels. C'est là que seraient les documents, fichiers d'affaires personnelles qui ne sont pas sujets aux exigences de conservation des registres de la ville, observa Rita. Mitchell étudia les plans du bâtiment que Dolan avait obtenus. Le bureau à domicile avait des fenêtres extérieures, une porte alarmée et était positionné au coin de la maison avec des approches limitées. Les caméras de sécurité couvrirent les terrains, mais avaient des angles morts près du bord de la propriété où des arbres matures bloquaient les lignes de vue. Mercredi soir, décida Mitchell. Hudson a une réunion du conseil municipal qui court toujours tard, jamais finie avant 22h. La femme de ménage sera partie, femme en Floride. J'aurai une fenêtre de 3 heures minimum, et si vous vous trompez sur le timing, demanda Macula. Alors j'improvise. Mercredi arriva froid et nuageux, le genre de nuit où les honnêtes gens restent à l'intérieur et l'obscurité semble plus lourde que d'habitude. Mitchell s'habilla en vêtements de course noirs, tenue athlétique chère qui paraîtrait légitime si quelqu'un le repérait. Il porta un petit sac à dos contenant des outils, une lampe torche haute capacité, des gants en cuir et un scanner de documents portable. Il avait laissé son arme à la maison. Si les choses allaient assez mal pour qu'il ait besoin d'une arme, il avait déjà perdu. Mitchell approcha le domaine Hudson depuis le lot boisé derrière la propriété, se déplaçant à travers les arbres avec le silence pratiqué de 100 patrouilles de combat. Les caméras de sécurité balayaient leurs patterns programmés et il chronométra son approche à travers les angles morts identifiés par Macula. La maison se dressait au-dessus de lui, fenêtres éclairées suggérant richesse et confort. Mitchell trouva son point d'entrée. Une fenêtre du 2e étage que les documents de rénovation montraient, menant à une salle de bain d'invités. Elle était alarmée, mais le système était plus ancien, comptant sur des contacts magnétiques plutôt que des capteurs de bris de verre. Mitchell utilisa une technique qu'il avait apprise d'un cambrioleur devenu consultant en sécurité que les SEALs avaient engagé comme consultant des années plus tôt. Il enleva soigneusement la moulure de fenêtre, exposant le contact d'alarme, puis utilisa un petit aimant pour garder le circuit fermé tout en ouvrant la fenêtre. Pas d'alarme. À l'intérieur, il se déplaça à travers la salle de bain d'invités dans le couloir, puis vers le bureau à domicile. La porte était verrouillée, mais c'était une serrure résidentielle, pas une barrière de sécurité de grade commercial. Mitchell l'accrocheta en moins de 30 secondes. Le bureau était tout ce qu'il avait attendu, chaises en cuir, bureau en acajou, murs alignés de livres et de récompenses, un ordinateur assis sur le bureau, mais Mitchell savait mieux que de le toucher. La forensics numérique pourrait tracer l'accès, et il n'était pas un hacker. Il était ici pour des documents physiques. Il commença par les tiroirs du bureau. Fourniture de bureau standard. Correspondance officielle, rien d'utile. Les classeurs étaient le plus prometteurs, dossiers organisés par année et catégorie. Mitchell travailla systématiquement.
photographiant des documents pertinents avec son téléphone plutôt que de prendre des originaux qui alerteraient Hudson de l'effraction. Dans le 3e classeur, il le trouva, un dossier étiqueté « Investissement privé », à l'intérieur, des documents d'incorporation pour 6 différentes LLC, toutes avec des variations de développement ou holding dans leur nom, toutes avec le maire Conrad Hudson listé comme propriétaire principal, toutes avec des adresses enregistrées dans le Delaware, l'État populaire pour les sociétés écrans en raison de ses lois favorables à la confidentialité, et enterré dans la pile, une lettre d'intention d'une corporation retail nationale concernant le développement d'un centre de distribution sur une propriété correspondant à la description de Riverside Heights. La lettre mentionnait des approbations de zonage, des engagements d'infrastructure de la ville et une valeur estimée de la propriété de 7 millions de dollars pour un terrain que le maire avait acquis via ses sociétés écrans pour moins de 5 millions de dollars en vente forcée. Un profit de 7 millions de dollars facilité par l'utilisation de son office public pour saisir la propriété, supprimer les valorisations justes de marché et puis vendre à des développeurs privés en utilisant des améliorations financées par les contribuables. Mitchell photographia chaque page. Il était presque fini quand il l'entendit, une porte de voiture claquant dehors. Il vérifia sa montre. Hudson n'était pas censé être à la maison encore. Mitchell se dirigea vers la fenêtre, vit le Lincoln noir du maire dans l'allée. Hudson en sortait, téléphone pressé à l'oreille, son expression en colère même de loin, pas le temps de sortir comme il était entré. Mitchell restaura rapidement le classeur à son organisation originale, ferma la porte du bureau derrière lui et considéra ses options. La fenêtre de la salle de bain d'invités était trop loin. Hudson le verrait s'il essayait de l'atteindre. L'escalier principal était trop exposé, mais les documents de rénovation montraient un escalier arrière, accès original des serviteurs, qui menait du 2e étage à la cuisine. Mitchell se déplaça rapidement dans le couloir, trouva l'escalier étroit et descendit juste comme il entendit la porte d'entrée s'ouvrir en bas. « Je me fous de ce que pense le conseil. » La voix de Hudson portait depuis l'entrée. « Le vote a lieu la semaine prochaine et j'ai besoin d'une approbation unanime. Faites-le arriver. » Mitchell atteignit la cuisine, évaluant les routes de sortie. La porte arrière était à 3 mètres, mais probablement alarmée, les fenêtres de cuisine aussi alarmées. Il avait besoin d'une sortie qui ne déclencherait pas de capteur et n'alerterait pas Hudson d'une intrusion. Puis il vit la porte du sous-sol. Les maisons plus anciennes avaient des entrées extérieures de sous-sol pour livraison de charbon ou accès abri tempête. Si le domaine de Hudson suivait ce pattern, Mitchell glissa à travers la porte du sous-sol, l'attirant silencieusement derrière lui. Le sous-sol était fini, salle multimédia, cave à vin, storage. Il trouva ce qu'il cherchait, une sortie en vrac, la porte inclinée de style ancien qui s'ouvrait sur l'extérieur. Elle était sécurisée avec un simple verrou, pas intégrée au système d'alarme. Mitchell l'ouvrit, grimpa dehors dans la nuit et tira la porte fermée derrière lui. Il était aux côtés de la maison, caché de l'allée par l'aménagement paysager. Il se déplaça rapidement à travers les ombres, retraçant son route à travers les arbres, ne se permettant pas de sentir du soulagement jusqu'à ce qu'il soit à 3 pâtés de maison. Son téléphone vibra. « Test du mec cool, vous bon ?» Mitchell répondit. « Obtenu, tout !» Chapitre 9, résolution. Ils se rencontrèrent au bureau de Rita Haskins à minuit, le genre de rassemblement tardif qui, dans un autre contexte, pourrait sembler paranoïaque, mais qui semblait absolument nécessaire donner ce qu'ils étaient sur le point de faire. Mitchell afficha les photographies sur l'ordinateur de Rita, les guidant à travers chaque document, les papiers d'incorporation, les registres de propriété, la lettre d'intention de la corporation Retail, les valeurs estimées de propriété, la chronologie de la saisie de Riverside Heights et le pattern de holding subséquent. « C'est ça ?» dit Rita calmement, « c'est tout ce dont nous avons besoin. » Preuve directe que le maire Hudson a personnellement profité d'actions d'expropriation qu'il a orchestrées en tant qu'officiel public. « C'est de la corruption textbook. Nous devons aller public immédiatement, » dit Mitchell. Hudson m'a donné 48 heures avant qu'il ne poursuive. Ce délai expire demain après-midi. Nous avons besoin de ça dehors avant ça. Dolan était déjà sur son téléphone. J'appelle mon superviseur. Avec cette évidence, nous pouvons obtenir des mandats d'urgence. Gellard des actifs. Bouger avant que Hudson puisse détruire des documents ou fuir. Je contacterai le bureau du procureur général de l'État, ajouta Rita. Ils ont juridiction sur la corruption municipale. C'est assez gros pour qu'ils veuillent le gérer directement. Jasmine regarda Mitchell. Et les médias, si nous relâchons ça publiquement, c'est plus dur pour quiconque de l'enterrer. Faites-le. Mitchell approuva. Tout. Enquête fédérale. Poursuite d'État.
Exposition médiatique, nous le frappons de toutes les directions à la fois, si vite qu'il ne peut pas répondre. Ce qui suivit fut une avalanche d'actions simultanées soigneusement orchestrées à 6 heures. Des agents fédéraux, exécutant des mandats, raidèrent le bureau à domicile du maire Hudson, l'hôtel de ville et les bureaux de Clearview Evaluations. Ils saisirent des ordinateurs, des documents et des registres financiers à 6h15. Le procureur général de l'État tint une conférence de presse annonçant une enquête criminelle sur le maire Conrad Hudson pour corruption, fraude et abus d'office public. L'évidence recueillie par Mitchell fut présentée dans un communiqué de presse détaillé. À 6h30, Rita Haskins déposa une plainte amendée dans l'affaire de Macaulay, incorporant la nouvelle évidence et demandant un soulagement immédiat. Le juge, voyant les actions fédérales et d'État, émit une ordonnance de restriction temporaire, gelant toute transaction impliquant la propriété de Riverside Heights. À 7 heures, les premières histoires de nouvelles éclatèrent. Elles domineraient les titres locaux pendant des semaines, puis se répandraient aux médias nationaux à mesure que l'ampleur du scandale devenait claire. Le maire Conrad Hudson fut arrêté à 9 heures en tentant d'embarquer dans un avion privé avec 200 000 $ en cash et un passeport. Ses avocats commencèrent immédiatement leur travail, mais l'évidence était accablante et le tollé public féroce. L'enquête s'étendit rapidement. Les procureurs fédéraux découvrirent que la corruption de Hudson s'étendait au-delà de Riverside Heights, un schéma d'utilisation de son office pour bénéficier des intérêts d'affaires personnels, acceptant des pots de vin déguisés via des structures de financières complexes et silenciant systématiquement les critiques via des menaces légales et du harcèlement bureaucratique. Le PDG de Clearview Evaluations, Oliver Bassett, tourna témoin de l'État en échange d'une sentence réduite, fournissant un témoignage sur le schéma d'évaluation frauduleux. La division sécurité de Harmon & Associates, fassing leur propre exposition criminelle, coopéra pleinement avec les enquêteurs. Adam Hudson, accordé immunité, témoigna sur la conduite de son père et fournit accès au registre d'affaires familiaux. Son témoignage fut dévastateur, le démantèlement réticent mais taurogue d'un fils des mensonges soigneusement construits de son père. Le procès dura 6 semaines. Mitchell fut appelé comme témoin et son témoignage sur l'attaque au mariage et les déclarations de Rudy Eaton fournit un contexte crucial. L'accusation présenta les documents que Mitchell avait photographiés, chacun inclus dans le cercueil de la défense de Hudson. Le jury délibéra pendant 11 heures avant de retourner des verdicts coupables sur 18 chefs de corruption. Fraude, conspiration et abus d'office. Le maire Conrad Hudson fut condamné à 14 ans de prison fédérale. Les retombées furent étendues. La ville régla avec les familles de Riverside Heights pour 12 millions $, fournissant une compensation de juste valeur marchande pour leurs propriétés saisies. Plus des dommages, le garage de Armando Macula fut valorisé à 380 000 $, plus du double de l'offre originale de la ville. Il prit le règlement, enfin capable d'avancer. Rudy Eaton reçut une sentence réduite pour son attaque au mariage, avec considération donnée aux circonstances qui avaient drivé son acte désespéré. Il servirait 4 ans avec possibilité de libération conditionnelle plus tôt. Ce n'était pas exactement la justice, mais c'était mieux que l'alternative. Clearview Evaluations fit file it. Son modèle d'affaires exposé comme frauduleux, Oliver Bassett servit 3 ans de prison pour son rôle dans le schéma. Pour Mitchell Lindsay, la résolution apporta des complications. Il fit face à des charges potentielles pour son effraction à Clearview et à la maison du maire. Mais les procureurs, finalement, déclinèrent de les poursuivre. La perception publique de Mitchell comme un héros, combinée avec le bien écrasant que ses actions avaient accompli, rendit les poursuites politiquement intenables. « Vous avez eu de la chance ?» dit l'agent Dolan à Mitchell autour d'un café un mois après le verdict. Si Hudson avait été innocent, si votre enquête avait été une chasse aux sorcières comme il le prétendait, vous seriez en prison maintenant ? Mais il n'était pas innocent, répondit Mitchell. Et parfois vous devez briser des règles pour exposer de plus grands crimes. C'est une philosophie dangereuse. Laissez la corruption prospérer parce que des gens honnêtes suivent des règles que les mauvais ignorent, l'est aussi. Dolan sourit légèrement. Vous auriez dû être un agent fédéral. Non merci, trop de règles. Son business de photographie explosa après le procès, bien que Mitchell soupçonna que la plupart des nouveaux clients l'engageaient plus pour son histoire que pour sa compétence. Il s'en fichait. Le travail était le même de toute façon, capturer des moments, préserver des souvenirs, documenter les occasions importantes de la vie, mais il garda son arme, garda son entraînement aiguisé et continua à surveiller pour des situations où ses compétences particulières pourraient être nécessaires.
Le docteur Vasquez dit qu'il maintenait des frontières saines entre passé et présent tout en restant préparé aux contingences. Mitchell y pensait plus simplement, rester prêt. 3 mois après le procès, Jasmine Elliott frappa à la porte du studio de Mitchell. Elle avait commencé une organisation à but non lucratif appelée Riverside Renewal dédiée à aider les familles déplacées par abus d'expropriation. Elle prenait aussi des cours du soir en travail social. « Je voulais vous remercier », dit-elle, pour m'avoir aidé à trouver un but dans la tragédie, pour m'avoir montré que l'on peut combattre des systèmes qui semblent trop grands pour être challengés. « Vous avez fait le combat ?» répondit Mitchell. « J'ai juste pris des photos et brisé des lois. » Elle rit, encore en train de vous sous-estimer. C'est très héroïque de votre part. Après son départ, Mitchell resta dans son studio entouré de photographies de mariage, de célébrations et de vie ordinaire. Il pensa aux hommes qu'il avait tués à la cathédrale, des morts nécessaires qui pesaient encore sur lui. Il pensa au maire Hudson en prison, un homme puissant, enfin tenu responsable. Il pensa à Rudy Eaton servant sa propre sentence, mais sachant que la mort de sa mère n'avait pas été meaningless. La justice était compliquée, la justice était imparfaite. Mais la justice, quand combattue par des gens ordinaires, prêts à prendre des risques extraordinaires, était possible. Mitchell ramassa son appareil et vérifia les réglages. Se préparant pour le tournage de mariage de ce soir, il était, après tout, encore un photographe, encore quelqu'un qui capturait des moments importants. Il était juste aussi quelqu'un qui, quand nécessaire, les créait. Certaines choses, on ne cesse jamais de les être, peu importe le temps qui passe, il était un protecteur. Tout le reste n'était que la méthode, et dans un monde où la corruption prospérait dans les ombres, où les puissants prêaient sur les impuissants, où les règles protégeaient les coupables plus que les innocents. Parfois le monde avait besoin de gens qui avaient passé leur vie à apprendre à combattre dans le noir. Mitchell Lindsay était prêt, appareil dans une main, compétence affinée par la guerre dans son esprit. Surveillant pour le prochain moment où la vie ordinaire requérait une action extraordinaire, parce que c'est ce que font les protecteurs. Il reste prêt, il reste vigilant, il reste fidèle au serment qu'ils ont pris longtemps après que l'uniforme soit enlevé et les médailles rangées dans des tiroirs. Et quand le moment vient, et il vient toujours, éventuellement ils agissent. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai